Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le CAC 40 qui déborde cette fois le seuil des 7400 points pour afficher de nouveaux records historiques pour le CAC 40 hors dividende qui a atteint un niveau à 7431 points précisément au cours des premières heures de séance aujourd'hui. Un franchissement donc important de ce niveau symbolique qui montre quand même la résilience spectaculaire des marchés actions européens notamment et du CAC 40 en particulier, avec des poids lourds évidemment qui comptent. Le secteur du luxe est évidemment un des secteurs qui explique en grande partie cette très belle performance du CAC 40 qui se démarque d'autres indices majeurs. Les stars du luxe affichent déjà des performances à 2 chiffres et largement depuis le début de l'année et seront les premières à présenter leur chiffre d'affaires trimestriel en l'occurrence, puisque la saison des résultats va recommencer dans les prochaines heures. Nous aurons ce soir les ventes trimestrielles de LVMH qui seront publiées après la clôture des marchés européens. Et dans le sillage de LVMH, Hermès publiera également vendredi son chiffre d'affaires trimestriel. La saison de publication qui commencera aux États-Unis avec le secteur bancaire, un secteur qui a évidemment marqué l'actualité ces dernières semaines. Ce vendredi, nous aurons les résultats de JP Morgan, de Citigroup, de Wells Fargo, parmi les grandes banques majeures américaines, mais aussi les résultats d'une banque régionale, First Republic par exemple, dont la situation n'est peut-être pas encore totalement clarifiée. Et ce sera bien sûr un des enjeux de cette saison de publication pour le secteur bancaire. Regardez ce qui se passe du côté des banques régionales cotées un peu plus précisément. Voilà donc pour la séquence de la semaine avec toujours des statistiques américaines importantes. Après l'emploi publié vendredi dernier, nous aurons cet après-midi, en début d'après-midi, le rapport mensuel sur l'inflation du mois de mars aux États-Unis. Ce sont des données qui sont en train de déterminer sans doute la prochaine hausse de taux ou non de la Réserve fédérale américaine, dont la réunion de politique monétaire se tiendra les 2 et 3 mai prochains. Pour entamer cette émission, commençons justement avec le marché obligataire avant les réunions de Banque Centrale. Et c'est Nicolas Leprince qui est avec nous en plateau pour en parler. Gérant multi-asset et overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour. Avant de parler du mois de mai et des prochaines décisions des banques centrales, il faut revenir quand même sur le mois de mars qui est encore récent dans les esprits et qui a profondément modifié la psychologie des marchés, des investisseurs, Nicolas ? Oui, très clairement. Depuis le début de l'année, on était sur toujours la poursuite de la thème sur l'inflation ou la désinflation. On voyait des chiffres d'inflation qui surprenaient un petit peu à la hausse. Et là, la psychologie a changé et les marchés se tournent beaucoup plus vers le côté systémique du secteur bancaire américain, peut-être européen, la croissance, l'impact qu'on va avoir sur la croissance. On a vu que la Fed l'a largement pris en compte, puisqu'au final, au lieu de monter ses taux de 50 BP, comme ce qui était un peu promis par Jerome Powell, elle n'a fait que 25 BP. On voit des membres de la Fed, Goolsbee encore hier, nous dire que c'est quelque chose à prendre largement en compte, que dans les indicateurs de marché, cette contraction du crédit, ce qui se passe au niveau du système bancaire américain, c'est certainement équivalent à 25 à 50 points de base de hausse de taux. Donc là où on voulait peut-être atteindre 5,75 aux États-Unis, on n'a certainement plus besoin. Et donc les marchés refocusent sur la croissance, sur les risques systémiques. Ouais. Ça a eu un impact fort sur la corrélation. Alors, désolé d'être un tout petit peu technique, mais c'est important. Ça donne certainement du vent arrière au marché obligataire. Puisqu'on a vu que là où tout au long de 2022, on avait une corrélation qui était ce qu'on appelle positive. C'est-à-dire que quand les actions baissaient, le prix des obligations baissait également. Et bien, ça a été complètement l'opposé au mois de mars. Et on est re-rentré dans un régime de corrélation négative avec des marchés obligataires qui nous protègent globalement dans tout ça. Et ça, c'est une clé quand même pour la stabilité des investissements dans une gestion diversifiée, par exemple. Exactement. Quand on prend, nous, notre point de vue sur les obligations, depuis le début de l'année, on a été soit neutre,
soit positif. Et ce changement de corrélation, c'est quelque chose qui est logique. C'est-à-dire quand on a un scénario de désinflation comme ce qui était le nôtre, même s'il est peut-être un peu moins prononcé que ce qu'on attendait, très clairement, dans un schéma de désinflation, on retrouve des corrélations qui sont bonnes avec des banques centrales qui sont certainement un peu moins agressives. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inflation. Non. Alors, attention. Mais oui. C'est plus le sujet numéro un. C'est plus le sujet numéro un. Mais l'inflation n'est pas revenue à 2% pour autant. Non, exactement. non. Alors, les chiffres d'inflation, celui qu'on aura cet après-midi, c'est toujours des chiffres qui sont importants pour les marchés financiers. On va beaucoup les regarder, on va beaucoup les commenter. Ouais. Mais on n'est pas certain que ce soit le principal chiffre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a, pour une banque centrale, il y a quand même beaucoup plus d'inflation que ce qu'elle pensait. Ce mois-ci, c'est le premier mois que l'inflation cœur aux États-Unis sera supérieure à l'inflation totale, c'est-à-dire en dehors des éléments volatiles. On a, quand on prend le pricing de marché sur l'inflation aux États-Unis, quand on prend le glissement annuel qui est attendu en juin 2023, ce glissement annuel de juin 2023, en début d'année, il était attendu un peu au-dessus de 2%. Ben, aujourd'hui, il est attendu à plus de 3%. Donc ça veut dire bien qu'on a quand même beaucoup plus d'inflation qu'attendu. Pourquoi ? Parce que le marché de l'immobilier contribue toujours très positivement à la croissance de l'inflation. On va dire, le consommateur est résilient, les salaires continuent d'augmenter. On verra... là, sur les derniers chiffres d'emploi, on a eu ce qu'on appelle les average hourly earnings, c'est-à-dire les salaires horaires, qui ont plutôt eu tendance à baisser. Mais il y a d'autres indicateurs qui pointent toujours sur des salaires qui sont assez dynamiques aux États-Unis et en zone euro également. Tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'inflation, ça veut juste dire que les banquiers centraux ont changé un petit peu leur fusil d'épaule et l'inflation est certainement plus le cœur du problème aujourd'hui. La fonction de réaction des banques centrales change, évolue, s'adapte à un environnement où le risque financier, voire systémique, est plus important qu'il ne l'était il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça implique en matière de décision et en termes de stratégie pour la politique monétaire future ? Partant toujours de l'idée que l'inflation n'est pas revenue à 2% et que le problème de l'inflation reste quand même là sous nos yeux aujourd'hui. Ça veut dire qu'elles auront du mal à couper les taux. Très clairement. Elles auront du mal. Le marché, on va dire, est logique. C'est-à-dire que le marché anticipe que les taux vont baisser d'ici à la fin de l'année aux États-Unis, ce qui est relativement logique dans une phase de stress. Mais les banques centrales nous disent qu'elles ne vont pas vouloir le faire. Donc on en revient sur le momentum de dégradation, soit de la croissance, soit d'un événement plus spécifique sur le secteur bancaire. On voit bien que le marché s'attend encore à d'autres événements. On verra les résultats en effet de First Republic vendredi, mais ça sera, je pense, très difficile. Je cite cette banque, mais il y en aura d'autres. Très difficile de les lire, mais c'est vrai que l'impact de la croissance est assez diversifié en ce moment. On voit bien qu'aux États-Unis, on prend les ISM qui ont été publiés la semaine dernière, donc des indicateurs d'activité avancés, sont des indicateurs qui ont pas mal baissé. Et notamment dans ces composantes, les composantes de nouvelles commandes ont beaucoup baissé. Nouvelles commandes soit manufacturières, soit dans les services. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même pris assez négativement ou de façon assez prudente par les marchés financiers. Si on regarde le reste du monde, si on prend des indicateurs d'activité globaux, on n'est pas du tout sur un ralentissement très marqué. Non. On prend ce qu'on appelle les Global PMI. En fait, on est quelque chose qui est en rebond, qui montre un peu qu'on est pratiquement au potentiel de croissance globalement dans le monde. Et donc, est-ce qu'on va avoir une dichotomie avec les US qui ralentissent plus fort que le reste du monde ? On a vu les PMI chinois, notamment, qui étaient plutôt bons. Chez les drames, on a plutôt l'impression qu'on ne va pas avoir de découpling. Et que les leaders, c'est toujours les US. Si les US calent, certainement, le monde calera également. Ouais, ce qui va se passer aux États-Unis dans les prochains mois va se retrouver, alors avec plus ou moins de décalage, mais se retrouvera chez nous en Europe, en l'occurrence, si on parle de la zone euro. De ce côté-là, les indicateurs qu'on va beaucoup regarder, ça va être vraiment le comportement du consommateur US. Ouais. Donc si on regarde cette semaine, oui, le chiffre d'inflation est important, mais le chiffre de vente au détail qu'on aura vendredi aux États-Unis est aussi extrêmement important pour nous. Ouais. Quand on prend la confiance du consommateur aux US, on a eu des enquêtes qui ont été faites après la faillite de SVB, donc la banque américaine qui a fait faillite. La confiance du consommateur américain n'était pas si mauvaise que ça. Donc on est vraiment dans des eaux un peu troubles, et on est toujours très centré sur les US et la lecture qu'on va avoir sur les États-Unis. Comment on réfléchit à la vitesse et l'ampleur à laquelle le credit crunch peut s'intensifier partant notamment des événements bancaires du mois de mars, sachant, et beaucoup l'ont noté, que déjà les mois précédents, les conditions d'octroi de crédit bancaire commençaient à se resserrer, et en Europe, et aux États-Unis.
Exactement. On avait déjà des croissances de masse monétaire, aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro, qui étaient négatifs, year over year. Donc on voyait bien qu'il y avait un ralentissement. On a plutôt l'impression que mars, c'est une accélération de ce phénomène, avec une prise en compte peut-être un peu plus forte, soit par les marchés financiers. On verra les provisionnements au sein des banques, des grandes banques, savoir si ça augmente énormément, ce qui va être un signe d'anticipation de resserrement encore des conditions de crédit globalement, mais on part déjà de conditions qui se dégradent depuis 6 à 12 mois de façon assez généralisée. L'impact sur la croissance, il sera forcément important. Mais si on regarde le multiplicateur monétaire, c'est-à-dire est-ce que la croissance de la masse monétaire a un impact très fort? On voit bien que les multiplicateurs sont relativement faibles en ce moment. Donc, est-ce que ça aura un impact très fort sur la croissance? Non. Donc c'est pour nous vraiment le consommateur américain qui fera la croissance encore. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être des marchés de crédit, notamment de ce point de vue-là, Nicolas? On va parler des marchés actions dans un instant avec, alors là, une volatilité, un VIX qui montre quand même une détente réelle, un apaisement réel sur les marchés actions. On a vu beaucoup de volatilité sur les marchés obligataires, de dette souveraine. Qu'en est-il notamment aussi des marchés de dette d'entreprise? Est-ce qu'il y a un début de stress ou des signaux faibles d'un stress potentiel de ce point de vue-là, Nicolas? Alors, les marchés sont très partagés sur cette question, puisque ça va vraiment dépendre du scénario de croissance. Ce qu'on voit, c'est que le marché de crédit ne montre pas de signaux de stress très importants. Forcément, il y a eu un stress assez important sur le secteur bancaire, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé sur Crédit Suisse. Il y a eu un impact assez fort. Mais quand on prend les marchés de crédit globaux, qu'ils soient investment grade, qu'ils soient high yield, qu'ils soient corporate, on n'a pas de signaux extrêmement forts qui nous incitent à être extrêmement négatifs sur ces classes d'actifs-là. Il faut avoir en tête que forcément, si on rentre dans une récession, les spreads de crédit ont tendance à plutôt monter, donc c'est plutôt négatif sur cette classe d'actifs, mais on part déjà sur des niveaux qui sont déjà très importants. Donc non, il n'y a pas de stress particulier, on sera attentif bien sûr s'il y a des événements de crédit particuliers, mais pour le moment, on va dire la robustesse de la croissance, on va certainement vers un chemin de décélération, mais la robustesse de la croissance fait que les entreprises ont pu se refinancer de façon très importante en 2021, en 2022, en 2020 également, et il n'y a pas de stress très important pour le moment sur les marchés de crédit. Qu'est-ce que ça implique en matière de stratégie d'investissement dans l'univers obligataire aujourd'hui, Nicolas? Est-ce que c'est le moment d'aller reprendre de la duration? Je sais que beaucoup d'investisseurs étaient un peu partagés, voire frileux pour certains sur cette question de la duration. Est-ce que le mois de mars et les événements du mois de mars changent la donne de ce point de vue-là? C'est ce que j'ai dit sur la corrélation. Forcément, l'obligataire a beaucoup plus de place dans un portefeuille diversifié. Localement, il nous semble que l'effet de stress du mois de mars a peut-être plongé les taux sur des niveaux qui sont peut-être un petit peu trop bas. Donc globalement, chez Edrame, on va rester plutôt neutre sur les obligations d'un point de vue global. Et on va toujours chercher à avoir beaucoup de carry dans nos portefeuilles. Ça va être des parties courtes de courbes de taux sur du crédit, ça va être des instruments monétaires dans les portefeuilles, avec plutôt l'optique de plutôt renforcer la duration sur des remontées de taux qui seront pour nous relativement limitées. Ça, il y a une logique buy the dip dans le marché obligataire. Chaque fois qu'on verra le marché obligataire corriger un peu trop fortement sur la partie longue, ça veut dire des rendements qui remontent, ce seront des points d'entrée à certains niveaux, en tout cas. On peut se dire que les taux ont déjà un petit peu baissé, ça c'est sûr, mais quand on regarde le positionnement des acteurs de marché, on voit qu'ils sont globalement neutres. Ils sont pas venant de très short, j'imagine. Venant très short sur les années 2021-2022. Ils sont revenus globalement neutres avec cet événement, ce qui fait qu'il y a encore de la place pour avoir plus d'attrait pour le fixed income dans les portefeuilles. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Leprince, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée, à un peu moins de 2 heures maintenant de la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de mars, qu'on débriefera évidemment dans l'émission ce soir à partir de 17h. Poursuivons cette discussion sur le plan des marchés, bien sûr, avec Nourane Charer, qui est à nos côtés également, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour et bienvenue, Nourane. Merci d'être avec nous. On évoquait l'univers obligataire avec Nicolas Leprince juste avant, pour constater quand même que le mois de mars avait été un accélérateur de l'histoire, d'une certaine manière, avec quand même beaucoup de volatilité sur le marché obligataire, peut-être des pics de volatilité historiques d'ailleurs sur certaines parties du marché obligataire, qu'on a très peu observé sur le marché action. C'est-à-dire que le VIX est monté peut-être jusqu'à près de 30 et encore, pour tout de suite redescendre sous les 20
quand on regarde donc cette mesure de la volatilité du marché américain, mais qu'on retrouve également en Europe. Comment on explique ce qui apparaît comme étant une forme de stabilité quand même dans l'univers des marchés globaux ? Alors, c'est vrai que la lecture des marchés financiers est compliquée de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a des messages différents entre différentes classes d'actifs, entre les actions, effectivement, avec des niveaux de stress financiers qui se sont renormalisés en dessous de 20, comme vous le disiez, et des indices actions qui frôlent les records historiques. Alors que sur le marché obligataire, on a effectivement des niveaux de stress qui ne sont pas sur des niveaux historiquement élevés, mais qui sont et qui restent sur des niveaux de mars 2020. Donc, un niveau de stress plus important. Alors, comment l'analyser ? C'est compliqué, mais ce que ça souligne, cette déconnexion de messages entre les deux classes d'actifs, souligne finalement un environnement, une toile de fond macroéconomique solide, avec quelques incertitudes sur notamment les conséquences du krach obligataire sur les acteurs les plus fragiles. On l'a vu avec les banques régionales. Aujourd'hui, on le voit, les investisseurs commencent à craindre tout ce qui se passe sur l'immobilier commercial, avec un effet domino lié à la hausse des taux. Une hausse des taux engendrerait une baisse plus ou moins importante des actifs immobiliers, ce qui transformerait des prêts titrisés en créances difficilement recouvrables. Donc effectivement, c'est un risque important à surveiller qui, à mon avis, reste prégnant sur le marché obligataire. Maintenant, sur la toile de fond macroéconomique qu'achètent les marchés actions, il est solide. Il est solide. On a une croissance économique mondiale qui est de l'ordre, si on prend les chiffres du FMI, de 2,8. Très bien, grâce à 3 facteurs. On a la Chine qui va contribuer à 25% de la croissance économique mondiale. Donc ça, c'est important. Un rattrapage dans le secteur des services qui prend le relais sur le marché des biens manufacturés. Et enfin, un marché du travail qui reste robuste. Et par rapport à ça, la problématique sur l'inflation, on a une inflation une désinflation qui est amorcée. Alors certes, elle n'est pas linéaire, c'est vrai, mais elle est désamorcée. Les chiffres qu'on attend sont de l'ordre de 5,1% sur l'inflation globale à la consommation aux États-Unis. Alors c'est vrai, et Nicolas le disait tout à l'heure, c'est que sur l'inflation corps, on a effectivement, la tendance reste à être confirmée. Pourquoi ? Parce que la composante loyer, c'est 40% de l'inflation et les loyers continuent de progresser parce qu'on a un marché qui est en déficit structurel aussi sur le plan de l'immobilier résidentiel. Donc, l'environnement reste globalement solide. Bon et Tout le monde craint la rupture. C'est-à-dire le truc qui casse. On a vu des maillons faibles dans le système bancaire ou financier craquer. Jusque-là, pas de problème, le marché s'en remet assez facilement, c'est ce qu'on constate depuis quelques semaines. Mais tout le monde a en tête que peut-être ce genre d'épisode va se répéter à l'avenir et que peut-être que les prochains maillons qui craqueront seront des maillons peut-être un peu plus systémiques. Ça, c'est quelque chose qu'on a en tête dans cette big picture de résilience toujours valable aujourd'hui. D'autant que ce que je disais sur l'immobilier commercial, les prêts concernant l'immobilier commercial sont essentiellement accordés par les banques régionales. Donc les banques qui étaient déjà en difficulté liées à la hausse des taux. Donc attention, c'est un point de surveillance, c'est une vigilance, un point de vigilance à suivre de manière importante. Bon, pas de rupture pour l'instant. Dans le schéma macro que vous avez en tête, qu'est-ce que ça implique pour les résultats des entreprises, les marges des entreprises ? On va entamer la saison de publication de résultats. Est-ce qu'on est encore dans des effets inflationnistes positifs pour la marge des entreprises? Non, mais j'essaye de... qui intéresse quand même l'investisseur et l'investisseur action notamment. Alors, il y a un vrai sujet, effectivement, aujourd'hui dans la presse économique, qui est le sujet des marges des entreprises, qui est à un niveau élevé et qui, potentiellement, alimenterait un niveau d'inflation qui resterait fort. Alors, je pense que pour répondre à cette question, est-ce que les entreprises vont continuer à augmenter les prix, comme on l'a vu l'année dernière, quel que soit le secteur d'ailleurs, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Il faut s'abstraire un peu des polémiques du moment, en tout cas, ou des débats politiques du moment, et revenir en fait à des principes fondamentaux de base de l'économie, le fameux le fameux équilibre offre-demande. Les entreprises aujourd'hui font face à quoi ? Un ralentissement de la croissance économique, notamment en Europe.
On est passé d'une croissance économique de 3,2% en 2022. Cette année, anticipée, on attend 0,5%. Donc, on a un ralentissement de la croissance économique via un ralentissement de la demande. Pourquoi ? Parce que les consommateurs, on a une épargne accumulée qui s'amenuise et on a des politiques monétaires restrictives avec la hausse des taux qui sont là pour freiner la demande. Donc les entreprises vont faire face à un ralentissement de la demande et au même moment une baisse très importante du coût des intrants. C'est quoi ? C'est des prix énergétiques qui baissent, des prix industriels qui baissent et des prix agricoles qui baissent. Donc une entreprise ne va pas continuer à augmenter ses prix dès lors que la demande baisse. Elle va au contraire réussir à maintenir ses marges. On va avoir une baisse du chiffre d'affaires en volume, mais elle va réussir à maintenir ses marges grâce à une baisse du prix des intrants. C'est pour ça que cette année, on attend une croissance relativement stable, donc à 0%. Des BPA sur des bénéfices par action sur les indices, que ce soit globalement en Europe ou aux États-Unis. Et ça justifie que le CAC soit effectivement à plus de 7400 points, à un niveau record à nouveau ? Alors, il faut savoir qu'en début d'année, on était dans un environnement extrêmement négatif. C'est-à-dire que les croissances des BPA en général sont attendues de l'ordre de 10% tous les ans et sont révisées au cours de la publication du premier trimestre. Ça n'a pas été le cas. Début d'année, l'ensemble des stratégistes s'attendaient et donc les analystes ont pris dans leur modèle différents paramètres. Les paramètres, c'était récession économique en Europe. Aujourd'hui, on ne parle plus de récession, mais on parle de ralentissement, ce qui est en fait un effet positif sur les marchés. Une croissance économique en forte baisse, croissance des bénéfices à zéro. Donc tous les analystes ont effectivement augmenté leur prime de risque dans leur modèle. Et enfin, des taux qui vont continuer à monter de manière très forte. Qu'est-ce qu'on a ? On a une croissance économique qui est meilleure qu'anticipée. Ouais. On a finalement un environnement économique pour les marges d'entreprise qui n'est pas si négatif que ça, grâce, ce que je disais, à la baisse des prix des matières premières. Et ensuite, on a globalement donc un environnement qui reste positif et assez porteur et qui prend le contre-pied d'un environnement très négatif en début d'année. Comment on fait le tri sur le plan de l'investissement, notamment entre les différents secteurs ? On voit des rotations sectorielles, alors je ne les compte plus parce que ça, j'en ai eu trop, mais le mois de mars, là aussi, a été un mouvement de rotation encore important. Le marché était très cyclique quand même en début d'année. Il est beaucoup plus défensif peut-être aujourd'hui. Est-ce que c'est une position d'attente pour vous, en attendant justement d'y voir peut-être un peu plus clair et de pouvoir repartir sur des dynamiques plus cycliques, ou est-ce qu'au contraire, c'est quand même une protection qui peut nous accompagner encore quelques temps ? Alors, chez Mansartis, on pense que cette année, l'année 2023, sera l'année de la recorrélation entre justement la performance des indices économiques et les fondamentaux, et les fondamentaux des entreprises. L'année dernière, on a eu des croissances, des résultats entre 15 et 20%, et on a eu des marchés en baisse de 15%. Donc aujourd'hui, cette année, ce sera l'année de la recorrélation. Et vous allez me dire, bah oui, mais on recorrèle avec des croissances, des résultats attendus à zéro. Alors attention, là on a une très forte disparité sectorielle sur la croissance des résultats attendus. On a certains secteurs qui tirent à la baisse, donc on va avoir le secteur de la santé, c'est un peu compliqué pour le secteur de la santé, sur le secteur automobile, sur le secteur bien évidemment énergétique, on a des baisses de BPA de l'ordre de 7 à 10%. Il y a d'autres secteurs qui tirent la croissance des résultats, et là on va retrouver consommation discrétionnaire, vous en avez parlé tout à l'heure, la technologie, l'industrie et les services. Donc, il faut faire le tri dans cet environnement-là, toujours être ancré sur les fondamentaux et prendre aussi toujours un peu de recul, c'est-à-dire, là, on analyse la croissance des résultats sur une année, mais il faut l'analyser sur 3 ans, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de crises, donc on a des effets de base qui viennent fausser l'analyse des résultats des entreprises à cause de la crise énergétique, à cause de la crise du Covid. Si on renormalise la croissance des résultats par rapport à 2019, on voit en fait un décalage très fort entre la croissance des résultats qui était de l'ordre de 35% en Europe et pour autant une performance des marchés qui est entre 10 et 15%. Donc ce de-rating qu'on constate peut être effectivement lié à une hausse des taux,
il est vrai, mais on ne change pas de paradigme non plus. C'est-à-dire que les taux, en 2019, en moyenne, étaient à 2,5. Aujourd'hui, ils sont à 3,5. Donc oui, il y a peut-être un de-rating qui est lié à la hausse des taux, mais il ne peut pas expliquer un de-rating aussi fort. Ah ouais. Donc on va avoir effectivement ce rattrapage sur les fondamentaux qui est central aujourd'hui pour un gérant pour continuer à sélectionner des sociétés qui sont solides financièrement et qui sont de bonne qualité et grande visibilité. Vous nous dites, le marché d'ailleurs est en train de revenir sur la tech et le luxe, quoi. Non, mais enfin, c'est oui, mais parce que c'est même exactement ce qu'on voit quand même depuis quelques semaines. Oui, mais si vous extrapolez les résultats sur Ouais. la tech, justement, et le luxe sur les 3 prochaines années, cette fois, ben vous voyez que la croissance des BPA annualisée est de l'ordre de 10%. C'est pas la même chose sur d'autres secteurs. Il y a d'autres secteurs, on est encore en train de renormaliser. Donc, on affiche des croissances qui sont élevées à l'instant T, mais qui vont se renormaliser et qui vont baisser fortement. Aujourd'hui, il vaut mieux investir sur des secteurs qui se sont renormalisés et qui affichent une visibilité. Plus facile à lire pour la suite. Tout à fait. Ouais. Eh bien, rendez-vous et moment de vérité déjà pour le luxe ce soir avec les ventes de LVMH. Bon, pas trop d'inquiétude, j'imagine, sur LVMH ou Hermès qui publieront leur chiffre d'affaires trimestriel cette semaine. Et puis les banques américaines, effectivement, avant la montée en puissance de cette séquence microéconomique pour les prochaines semaines. Merci à vous deux et merci Nourane Charer qui était à nos côtés pendant cette édition, directeur de la gestion de Mansartis. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.